Simon Bombard la trouvait souvent mauvaise, la vie. Il était né avec une incroyable aptitude pour ne rien faire et avec un désir immodéré de ne point contrarier cette vocation. Tout effort moral ou physique, tout mouvement accompli pour une besogne, lui paraissait au-dessus de ses forces. Aussitôt qu'il entendait parler d'une affaire sérieuse, il devenait distrait, son esprit étant incapable d'une tension ou même d'une attention. Fils d'un marchand de nouveautés de Caen, il se l'était coulé douce, comme on disait dans sa famille, jusqu'à l'âge de 25 ans. Mais ses parents, demeurant toujours plus près de la faillite que de la fortune, il souffrait horriblement de la pénurie d'argent. Grand, gros, beau gars, avec des favoris roux à la normande, le teint fleuri, l'œil bleu, bête et gai, le ventre apparent déjà, il s'habillait avec une élégance tapageuse de provincial en fête. Il riait, criait, gesticulait à tout propos, étalant sa bonne humeur orageuse avec une assurance de commis-voyageur. Il considérait que la vie était faite uniquement pour bambocher et plaisanter, et sitôt qu'il fallait mettre un frein à sa joie braillarde, il tombait dans une sorte de somnolence hébétée, étant même incapable de tristesse. Ses besoins d'argent le harcelant, il avait coutume de répéter une phrase devenue célèbre dans son entourage. « Pour 10 000 francs de rente, je me ferai bourreau. » Or, il allait chaque année passer 15 jours à Trouville. Il appelait ça « faire sa saison ». Il s'installait chez des cousins qui lui prêtaient une chambre, et, du jour de son arrivée au jour du départ, il se promenait sur les planches qui longent la grande plage de sable. Il allait d'un pas assuré, les mains dans les poches ou derrière le dos, toujours vêtu d'amples habits, de gilets clairs et de cravates voyantes, le chapeau sur l'oreille et un cigare d'un sou dans le coin de la bouche. Il allait, frôlant les femmes élégantes, toisant les hommes en gaillards prêts à se flanquer une tripotée, et cherchant, car il cherchait. Il cherchait une femme. Comptant sur sa figure, sur son physique, il s'était dit « Que diable, dans le tas de celles qui viennent là, je finirai bien. » Et il cherchait avec un flair de chien de chasse, un flair de Normand, sûr qu'il la reconnaîtrait rien qu'en l'apercevant, celle qui le ferait riche. Ce fut un lundi matin qu'il murmura « Tiens, tiens, tiens !» Il faisait un temps superbe, un de ces temps jaunes et bleus du mois de juillet, où on dirait qu'il pleut de la chaleur. La vaste plage couverte de monde, de toilettes, de couleurs, avait l'air d'un jardin de femmes, et les barques de pêche aux voiles brunes, presque immobiles sur l'eau bleue qui les reflétait la tête en bas, semblaient dormir sous le grand soleil de 10 heures. Elles restaient là, en face de la jetée de bois, les unes tout près, d'autres plus loin, d'autres très loin, sans remuer, comme accablées par une paresse de jour d'été, trop nonchalantes pour gagner la haute mer, ou même pour rentrer au port. Et là-bas, on apercevait vaguement dans une brume la côte du Havre, portant à son sommet 2 points blancs, les phares de Sainte-Adresse. Il s'était dit « Tiens, tiens, tiens !» en la rencontrant pour la 3e fois et en sentant sur lui son regard de femme mûre, expérimentée et hardie, qui s'offre. Déjà, il l'avait remarqué les jours précédents, car elle semblait aussi en quête de quelqu'un. C'était une Anglaise, assez grande, un peu maigre,
l'anglaise audacieuse, dont les voyages et les circonstances ont fait une espèce d'homme. Pas mal d'ailleurs, marchant sec, d'un pas court, vêtue simplement, sobrement, mais coiffée d'une façon drôle, comme elles se coiffent toutes. Elle avait les yeux assez beaux, les pommettes saillantes, un peu rouges, les dents trop longues, toujours au vent. Quand il arriva près du port, il revint sur ses pas pour voir s'il la rencontrerait encore une fois. Il la rencontra, et il lui jeta un coup d'œil enflammé, un coup d'œil qui disait « Me voilà ». Mais comment lui parler? Il revint une 5e fois, et comme il la voyait de nouveau arriver en face de lui, elle laissa tomber son ombrelle. Il s'élança, la ramassa, et la présentant « Permettez, madame ». Elle répondit « Oh, vous êtes fort gracious ». Et ils se regardèrent. Ils ne savaient plus que dire. Elle avait rougi. Alors, s'enhardissant, il prononça « En voilà du beau temps ». Elle murmura « Oh, delicious ». Et ils restèrent encore en face l'un de l'autre, embarrassés, et ne songeant d'ailleurs à s'en aller, ni l'un ni l'autre. Ce fut elle qui eut l'audace de demander « Vous étiez pour longtemps dans cet pays ?» Il répondit en souriant « Oui, tant que je voudrais. » Puis brusquement il proposa « Voulez-vous venir jusqu'à la jetée? C'est si joli par ces jours-là. » Elle dit simplement « Je volais bien. » Et ils s'en allèrent côte à côte, elle de son allure sèche et droite, lui de son allure balancée, de dindon qui fait la roue. Trois mois plus tard, les notables commerçants de Caen recevaient un matin une grande lettre blanche qui disait « Monsieur et Madame Prosper Bombard ont l'honneur de vous faire part du mariage de Monsieur Simon Bombard avec Madame veuve Kate Robertson. » Et sur l'autre page, « Madame veuve Kate Robertson a l'honneur de vous faire part de son mariage avec Monsieur Simon Bombard. » Ils s'installèrent à Paris. La fortune de la mariée s'élevait à 15 000 francs de rente bien clairs. Simon voulait 400 francs par mois pour sa cassette personnelle. Il dut prouver que sa tendresse méritait ce sacrifice. Il le prouva avec facilité et obtint ce qu'il demandait. Dans les premiers temps, tout alla bien. Madame Bombard jeune n'était plus jeune assurément, et sa fraîcheur avait subi des atteintes. Mais elle avait une manière d'exiger les choses qui faisait qu'on ne pouvait les lui refuser. Elle disait, avec son accent anglais volontaire et grave, « Oh, Simon, nous allons nous coucher », qui faisait aller Simon vers le lit comme un chien à qui on ordonne à la niche. Et elle savait vouloir en tout, de jour comme de nuit, d'une façon qui forçait les résistances. Elle ne se fâchait pas, elle ne faisait point de scène, elle ne criait jamais, elle n'avait jamais l'air irritée ou blessée ou même froissée. Elle savait parler, voilà tout, et elle parlait à propos, d'un ton qui n'admettait point de réplique. Plus d'une fois, Simon faillit hésiter, mais devant les désirs impérieux et brefs de cette singulière femme, il finissait toujours par céder. Cependant, comme il trouvait monotones et maigres les baisers conjugaux, et comme il avait en poche de quoi s'en offrir de plus gros, il s'en paya bientôt à satiété, mais avec 1000 précautions. Madame Bombard s'en aperçut, sans qu'il devinât à quoi, et elle lui annonça un soir qu'elle avait loué une maison à Mantes, où ils habiteraient dans l'avenir. L'existence devint plus dure. Il essaya des distractions diverses
qui n'arrivait point à compenser le besoin de conquête féminine qu'il avait au cœur. Il pêcha à la ligne, sut distinguer les fonds qu'aime le goujon, ceux que préfère la carpe ou le gardon, les rives favorites de la brème, et les diverses amorces qui tentent les divers poissons. Mais, en regardant son flotteur trembloter au fil de l'eau, d'autres visions hantaient son esprit. Il devint l'ami du chef de bureau de la sous-préfecture et du capitaine de gendarmerie, et il jouait au whist le soir au café du commerce. Mais son œil triste, déshabillait la reine de trèfle ou la dame de carreau, tandis que le problème des jambes absentes de ces figures à deux têtes embrouillait tout à fait les images écloses en sa pensée. Alors, il conclut un plan, un vrai plan de Normand rusé. Il fit prendre à sa femme une bonne qui lui convenait, non point une belle fille, une coquette, une parée, mais une gaillarde, rouge et rablée, qui n'éveillait point de soupçons, et qui l'avait préparée avec soin à ses projets. Elle leur fut donnée en confiance par le directeur de l'octroi, un ami complice et complaisant, qui la garantissait sous tous les rapports. Et madame Bombard accepta avec confiance le trésor qu'on lui présentait. Simon fut heureux, heureux avec précaution, avec crainte et avec des difficultés incroyables. Il ne dérobait à la surveillance inquiète de sa femme que de très courts instants par-ci par-là, sans tranquillité. Il cherchait un truc, un stratagème, et il finit par en trouver un qui réussit parfaitement. Madame Bombard, qui n'avait rien à faire, se couchait tôt, tandis que Bombard, qui jouait au whist au café du commerce, rentrait chaque jour à 9h30 précises. Il imagina de faire attendre Victorine dans le couloir de sa maison, sur les marches du vestibule, dans l'obscurité. Il avait 5 minutes au plus, car il redoutait toujours une surprise, mais enfin 5 minutes de temps en temps suffisaient à son ardeur, et il glissait un louis, car il était large en ses plaisirs, dans la main de la servante, qui remontait bien vite à son grenier. Et il riait, il triomphait tout seul, il répétait tout haut, comme le barbier du roi Midas, dans les roseaux du fleuve en pêchant la blette. Fichu dedans, la patronne. Et le bonheur de ficher dedans madame Bombard équivalait certes pour lui à tout ce qu'avait d'imparfait et d'incomplet sa conquête à gages. Or, un soir, il trouva comme d'habitude Victorine l'attendant sur les marches, mais elle lui parut plus vive, plus animée que d'habitude, et il demeura peut-être 10 minutes au rendez-vous du corridor. Quand il entra dans la chambre conjugale, madame Bombard n'y était pas. Il sentit un grand frisson froid qui lui courait dans le dos, et il tomba sur une chaise torturé d'angoisse. Elle apparut, un bougeoir à la main. Il demanda tremblant: Tu étais sortie ?» Elle répondit tranquillement: Je étais dans la cuisine boire un verre d'eau. Il s'efforça de calmer les soupçons qu'elle pouvait avoir. Mais elle semblait tranquille, heureuse, confiante, et il se rassura. Quand ils pénétrèrent le lendemain dans la salle à manger pour déjeuner, Victorine mit sur la table les côtelettes. Comme elle se relevait, madame Bombard lui tendit un louis qu'elle tenait délicatement entre deux doigts, et lui dit avec son accent calme et sérieux: « Tenez, ma fille, voilà 20 francs dont j'avais privé vous hier au soir. Je vous les rendais. » Et la fille, interdite, prit la pièce d'or qu'elle regardait d'un air stupide, tandis que Bombard